Charente-Maritime, dans un village qui s'appelait Matar. C'est une création industrielle. On transportait des pierres pour les carrières. Peu à peu, on s'est mis à transporter le courrier. On faisait office de poste d'une ville à l'autre et de transporter des voyageurs. Le transport de voyageurs a pris de l'ampleur et des Charentes, nous avons un petit peu débordé du département. Et en 1933, nous étions très bien implantés à Bordeaux et nous avons même créé la première gare routière privée de France en 1933 qui était au centre de la ville de Bordeaux. Et d'ailleurs, à Bordeaux, souvent, on disait on allait prendre le Citram à Fondodège pour parler des transports publics à l'époque. Donc, comme vous le voyez, dans le sud-ouest, puisqu'on on était à l'époque jusque dans les Pyrénées, on desservait environ 40 lignes, ce qui correspondait à une fréquentation quotidienne de 7000 voyageurs, chiffre dont on est bien loin aujourd'hui, tellement ça s'est multiplié. On continue toujours sur l'historique. Donc, comme je vous le disais au début, une entreprise industrielle, donc pas forcément que dans le voyageur. L'entreprise s'est diversifiée, toujours en répondant aux besoins des clients. On a fait du transport de marchandises, de la messagerie express, de la location de camions. On a même créé une activité tourisme qui l'a déjà envoyé nous ramener sur le voyageur. Finalement, à partir de 2000, l'entreprise qui s'appelle à ce moment-là Citram Aquitaine se recentre sur les lignes régulières et scolaires, renforce son partenariat avec le département et va l'accompagner pour mettre en place des actions innovantes dans le transport. Donc, on va parler à ce moment-là de billettique sans contact. On va parler également d'un déplacement zonal dans le transport de voyageurs. Souvent, quand on prenait un ticket, on allait d'une ville à une autre et c'était un tarif kilométrique qui était en place. Là, on va se déplacer d'une zone à une autre et dans la même zone, finalement, le tarif sera le même. Sur notre dernière délégation de service public, on est passé à la tarification unique. Maintenant, nous avons même des autocars en interurbain qui sont géolocalisés. Donc, et nous avons même eu la chance, en 2012, de mettre en place le premier car à haut niveau de service avec le département. Aujourd'hui, l'entreprise est une filiale du groupe Transdev. Donc, Transdev, c'est la branche transport de la Caisse des dépôts et consignations, l'un des leaders mondiaux de transport de personnes. Donc, on va cibler un petit peu plus ce que nous faisons maintenant. Donc, la principale partie de notre activité se fait pour le compte de collectivités publiques, mais on a aussi une activité de transport occasionnel. On fait également des services privés et nous effectuons également de la sous-traitance sur le réseau urbain de la ville de Bordeaux. Quelques chiffres. Donc, nous sommes une entreprise assez importante. Aujourd'hui, l'entreprise compte 600 salariés, dont 500 conducteurs. Nous avons un parc de plus de 500 véhicules. Alors, comme vous le voyez sur la carte, nous sommes essentiellement maintenant implantés dans le département de la Gironde. Et nous avons un dépôt sur le Lot-et-Garonne, en Nérac. Donc, le siège social est à Bassins et les dépôts autour, Landernos, Mérignac, Pauillac, Libourne et Langon, nous permettent d'être au plus près du territoire sur le réseau que nous desservons dans le cadre de notre délégation de service public. Au total, quelques chiffres quand même, 15 millions de kilomètres parcourus par an et 12 millions de voyageurs transportés par an, donc 20 000 scolaires à transporter chaque jour. Ok, donc une belle entreprise. Dans un premier temps, un premier engagement de 3 ans. Et puis là, cette année, vous décidez de vous réengager. Quelles ont été vos motivations pour se réengager dans le programme Objectif CO2? Alors, notre premier engagement, il date de 2011. Et nous avions mis à l'époque en œuvre différentes actions, pour certaines qui étaient innovantes pour l'époque. Mais des contraintes externes nous ont empêchés d'aller aussi loin qu'on le souhaitait. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2012, nous avons eu le nouveau contrat de délégation de service public qui a changé notre périmètre d'action. C'est-à-dire que les véhicules sur lesquels on s'était engagé pour comparer les consommations n'étaient plus forcément par rapport à l'année de référence qui est saisie dans pu mener à bien finalement cette charte, cet engagement jusqu'au bout, c'était nos actions. Voilà. Et pour autant, on trouvait que c'était important. Donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité se réengager, parce que là le contexte est différent. Notre DSP actuel court jusqu'en 2019.
Donc là, on est sur un créneau de temps qui va nous permettre de bien comprendre et de bien analyser le résultat de nos actions, puisqu'on a signé l'an dernier et on part sur 3 ans et ça nous amènera jusqu'en 2019. Ok. Donc un nouvel engagement, des nouvelles actions. Quelles actions, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les actions particulières que vous avez mises en place pour ce deuxième engagement? Alors déjà, le bénéfice du premier engagement, c'est qu'on a conservé certaines actions. Parce qu'on n'a pas pu mesurer leurs résultats détaillés, mais par contre, on a mesuré un résultat sur l'ensemble. On a quand même constaté une amélioration et une baisse des émissions. Donc, parmi les actions qui ont été relevées comme efficaces et que nous avons conservées, il y a l'affichage des consommations par véhicule. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Il y a l'affichage des consommations par véhicule. L'utilisation de l'huile de synthèse pour l'entretien des véhicules. À l'époque, il y avait seulement certains véhicules. Aujourd'hui, l'intégralité du parc. Maintenant, ça se fait avec cette huile de synthèse. Et on a conservé une action, mais honnêtement, l'efficacité est assez variable, c'est le bridage des véhicules. Voilà. Dans le voyageur, ça a l'air assez efficace en marchandises, mais dans le voyageur, on n'a pas forcément un résultat très probant. Voilà, par rapport à ce qui avait été fait qu'on a conservé. Donc, par rapport à notre nouveau plan, notre nouvel engagement, donc comme on vous l'a expliqué, il y a plusieurs axes et on doit s'engager au moins sur une action dans chaque axe. Donc, sur l'axe véhicule, eh bien, compte tenu de tout ce qui est déjà en place dans l'entreprise, nous avons décidé de remplacer les véhicules Euro 3 par des véhicules Euro 6. Donc, là, le résultat escompté, forcément, va être important. Au niveau de la fréquence, on a prévu d'intégrer une quinzaine de véhicules Euro 6 par an sur notre parc. Donc, aujourd'hui, les Euro 6 ne représentent que 14% du parc. Et petit à petit, voilà, chaque année faisant... En plus, je pense que ça correspond aussi à une nouvelle actualité sur les véhicules à faible émission. Oui, tout à fait. Puisqu'à partir de 2020, la moitié des renouvellements devra se faire au moyen de véhicules Euro 6. Donc, on est bien dans la logique en plus de tout ce qui se met en place aujourd'hui au niveau de la transition énergétique. Voilà, on est bien dans cette logique-là. Donc, sur l'axe véhicule, nous, ce que nous avons retenu pour ce nouvel engagement, et je précise bien compte tenu de ce qui existe déjà dans l'entreprise, le remplacement des véhicules Euro 3 par des véhicules Euro 6. Ok. Donc, ça, c'est sur l'axe véhicule, sur l'axe conducteur. Alors, sur l'axe conducteur. Alors, c'est l'axe, en fait, nous, sur lequel on mise le plus. On va l'exprimer de cette façon-là. C'était déjà un axe sur lequel on avait travaillé lors de notre premier engagement. Parce qu'à l'époque, l'ADEME avait une expérimentation sur un label de formation interne à l'éco-conduite. Et la formation telle qu'elle était proposée par l'ADEME correspondait tout à fait à notre point de vue. Donc, on s'est lancé le challenge. Nous avons été labellisés par l'ADEME sur l'éco-conduite et nous l'avons mis en place dans l'entreprise. Bon, malheureusement, il y a des petites choses qui nous ont empêchés d'aller jusqu'au bout. Notamment les formateurs qui avaient été formés ne font plus partie de l'entreprise, donc c'est ce qui nous a un petit peu bloqué. Mais pour autant, vraiment la formation est très importante et cette formation a cela d'intéressant que le formateur prend le volant et montre au conducteur qu'il est possible d'avoir une conduite économique et confortable sans nuire à la vitesse commerciale, puisque c'est un des grands a priori que l'on doit faire tomber auprès de nos conducteurs. Donc forcément, cette formation a été remise dans le deuxième engagement. L'intérêt aussi, c'est que dans cette formation, on fait un suivi du conducteur. C'est-à-dire que quand il arrête la formation, il part avec un livret. Et sur ce livret, on lui demande de suivre ses consommations. Et on va faire ensuite ce qu'on appelle une évaluation à froid. C'est-à-dire que 2 mois après la date de la fin de formation, on va aller en ligne avec le conducteur sur son service, en clientèle, pour voir avec lui s'il a pu mettre en œuvre les axes d'amélioration qu'il avait déterminés. Donc, ça nous permet d'être actifs et d'échanger sur le terrain en réel avec le conducteur sur l'efficacité de cette formation. On a eu des résultats assez impressionnants chez certains, ce qui nous fait dire aujourd'hui que c'est un axe qu'il faut continuer à développer. Les freins quand même à ce type de choses, c'est voilà, comme ce qui nous est arrivé, hein, si les formateurs quittent l'entreprise, forcément on n'est plus
sur le même critère. Et puis, également la durée de la formation, puisque c'est une formation donc, qui alterne pratique et théorie et qui représente quand même 10 heures de formation au total par conducteur. Donc, c'est une formation qui a un coût et qui est quand même lourde en termes d'organisation. Il y a un bénéfice quand même notable. Il y a un bénéfice notable. Et après, nous avons aussi une chance dans l'entreprise, c'est que nous sommes donc une filiale du groupe Transdev qui a l'agrément pour faire passer les FCO en interne. Et en moyenne, on passe entre 70 et 80 conducteurs en FCO en interne. Donc, ça nous permet aussi, puisque dans la FCO, il y a une partie de conduite économique, de toucher aussi ces conducteurs-là. Donc, voilà, ça nous permet de toucher plus de conducteurs en jouant sur ces deux fonds de formation. Et après, en termes de management autour de la performance éco-conduite, eh bien, on l'a élargi, c'est-à-dire qu'on va parler d'éco-conduite dès l'intégration du nouveau salarié. Quand le conducteur va suivre sa formation d'intégration, on va lui présenter les objectifs de la charte CO2 et ce qu'on attend de lui. Quand on fait la prise en main de véhicule, lors de la prise en main de véhicule, le formateur interne va aussi aborder les sujets d'éco-conduite pour expliquer aux conducteurs le meilleur comportement à avoir. Dans l'entreprise, on a une politique qualité, sécurité, environnement qui est revue chaque année. Cette année, par exemple, forcément, l'objectif CO2 fait partie de notre politique QSE et on reparle de cette politique QSE lors de nos entretiens annuels. Donc voilà, on a vraiment intégré cet objectif dans l'ensemble de la chaîne managériale autour des salariés, conducteurs ou autres. Jusqu'à un projet d'entreprise. C'est exactement un projet d'entreprise, mais c'est un des facteurs clés du succès aussi. C'est-à-dire que c'est la direction forcément qui doit porter le projet, parce que comme on vient de le voir, il y a l'investissement, mais derrière, il faut que chacun se sente concerné par le sujet, parce qu'autrement, il n'y a pas d'investissement. Et si les gens sur lesquels on agit ne s'investissent pas, ben on est toujours dans la problématique de on reçoit un ordre, on l'applique ou pas. Là, l'intérêt, c'est vraiment de motiver tout le monde et que chacun comprenne la part qu'il a à jouer. En sachant qu'on est dans une entreprise où on parle de développement durable aussi sur deux niveaux, on fait le tri des déchets. Voilà. Donc c'est quand même un mode de fonctionnement qui est commun à l'ensemble des salariés. Ok, donc ça c'était l'axe conducteur. Une nouvelle action pour l'axe. Alors, concernant l'axe carburant, alors une chose très simple, nous avons une prime d'intéressement dans l'entreprise qui maintenant est liée à la consommation de carburant. Alors, on ne sait pas si c'est lié uniquement à ça, mais la bonne nouvelle, c'est que sur la première année, nous avons déclenché la prime d'intéressement parce que la consommation de carburant a baissé, alors que sur les années précédentes, on n'avait pas obtenu cette baisse de consommation. Donc, on pense qu'il y a quand même un lien de cause à effet. Et là, on essaie aussi un petit peu de voir plus loin au niveau carburant, mais c'est dans le cadre de la transition énergétique, on est en train de tester un véhicule fonctionnant au GNV, sachant que ces véhicules, on les trouve très fréquemment en urbain, mais finalement, peu en interurbain, pour ne pas dire pas en interurbain. Donc le test est en cours. Ça correspond aussi à une offre d'un constructeur national qui s'approche. Maintenant, l'offre est là. Oui, c'est la même solution. Maintenant, on a un véhicule équipé pour faire de l'interurbain. Donc, le test est en cours sur une ligne interurbaine. Il a démarré lundi. Donc, j'ai peu de recul aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments à vous donner. L'intérêt de ce test, c'est de voir comment ce type de véhicule peut s'inscrire dans nos contraintes d'exploitation et tout ce qui doit être mis en œuvre d'un point de vue technique, organisationnel, formation, pour utiliser à l'avenir ce type de véhicule sur notre réseau interurbain. Et bien sûr, nous suivrons dans le cadre du plan d'action du suivi de ces consommations. Bien sûr. Et puis bien sûr que ce plan d'action ne peut pas marcher sans une belle communication. Et dans l'axe organisation, vous avez un petit peu misé, et même beaucoup, misé sur la communication en interne. Alors, sur la communication interne, effectivement, parce que pour nous, c'est un moyen d'obtenir l'adhésion des salariés, mais également sur la communication externe. Alors, sur la communication interne, on continue l'affichage des consommations, mais la nouveauté, c'est que maintenant, en face de chaque consommation de carburant, apparaît l'émission de CO2 correspondante. Donc, chaque salarié sait directement, par rapport au véhicule,
son empreinte énergétique par rapport aux actions qu'il met en place quand il conduit. Donc vous n'informez plus sur sa consommation forcément au litre au 100, et maintenant en gramme de CO2. On fait les deux. Très bien. En fait, sur le même tableau, les deux apparaissent. Voilà. On diffuse les indicateurs au trimestre à l'ensemble des salariés, justement par rapport à notre engagement, pour dire si on est content, si on atteint notre objectif ou pas. Donc là aussi, c'est pour que chacun se sente concerné. Et on a prévu de faire cette année des flashs environnementaux pour donner des trucs et astuces, on va dire, aux salariés pour leur rappeler un petit peu en quoi consiste l'éco-conduite et les actions qu'on peut faire facilement au quotidien pour consommer un petit peu moins. Pour limiter la surconsommation, c'est le terme que l'on utilise ici. Après, à l'externe, on communique sur le niveau collectif par rapport au voyage occasionnel. On avait un site qui permettait aux voyageurs de connaître leur empreinte carbone. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus, donc on est revenu à un affichage interne dans les véhicules. L'intérêt pour nous, c'est qu'avec le tableur de l'ADEME, chaque année, on va pouvoir réadapter cette information par rapport au... On rappelle que cette information est une obligation depuis 2012 des performances sur les devises et pour les transporteurs, pour les voyageurs qui accéderaient au CAR à l'intérieur des autocars. Voilà, et puis la dernière communication externe, c'est que nous avons le plaisir de pouvoir mettre les autocollants objectifs CO2 sur nos véhicules, et ça valorise aussi finalement le conducteur qui, au volant, fait des efforts pour avoir une éco-conduite. Je vous remercie bien pour ce témoignage de l'entreprise Citram à Bassins, et je vous remercie tous nos auditeurs.